Bonjour, on se retrouve en direct du Carrousel du Louvre, du Salon de l'investissement et de l'immobilier. Et je suis avec Franck Noguès. Franck, bonjour. Bonjour Ariane. Bon, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Salon. Franck, vous dirigez l'immobilier américain. Vous vendez de l'immobilier aux États-Unis à des investisseurs français. Exactement. Racontez-nous un petit peu votre métier. À l'origine, je suis conseiller en gestion de patrimoine et face à la demande de mes clients, j'ai cherché ce qui permettait d'avoir le meilleur couple rendement-risque. Donc les États-Unis offrent la possibilité d'acheter encore de l'immobilier dans certaines villes à des prix abordables, contrairement à ce qu'on trouve en France actuellement. Et de l'autre côté, on a un pouvoir d'achat aux États-Unis qui est à peu près du double du pouvoir d'achat des Français, puisque le salaire moyen aux États-Unis c'est 4 000 $ et le salaire moyen en France c'est 2 000 €. Ouais. Donc on a à la fois un immobilier moins cher et à la fois des personnes qui peuvent payer des loyers plus élevés. Donc on respecte bien cette notion de couple rendement-risque. Alors, on sort quand même on est en train de sortir en tout cas d'une crise sanitaire mondiale qui a ralenti beaucoup d'échanges économiques. Comment ça s'est passé à votre niveau cette dernière année, le flux des investissements français aux États-Unis? Les États-Unis sont d'une résilience à toute épreuve. On l'a vu à travers la crise des subprimes. On le voit à travers cette pandémie où ils sont rentrés dans la pandémie après nous. Et ils sont ressortis de la crise économique avant nous. Donc l'immobilier aux États-Unis, selon Oxford Journal, a progressé de 12%. De juin à juin, à période comparée, l'immobilier en France a progressé de 6%. Donc on a eu une résilience très importante et des flux de capitaux qui se sont déversés dans l'immobilier de manière conséquente, puisque sur l'ensemble du territoire, c'est 12% d'augmentation. Ça, c'est pour les prix. Et ensuite, pour les loyers, eh bien, les aides respectives de M. Trump puis de M. Biden ont permis à nos locataires de pouvoir faire face à leurs loyers. Juste avant l'éclatement de cette crise, on a entendu parler de problèmes d'arnaque, notamment à Détroit. Enfin, il y a eu des scandales qui sont sortis. Est-ce que ça a affecté la demande? Comment est-ce que vous avez traversé cette épreuve aussi? Difficilement, parce que en fait, ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'il faut toujours travailler avec des professionnels qui respectent la réglementation. Et là, je vous remercie de me poser cette question, parce qu'on fait un travail acharné avec Jean Malbevacker, qui est le consul de France à Détroit, pour justement chasser ces personnes-là. Donc ce qu'il faut absolument, c'est une personne qui vous vend de l'immobilier aux États-Unis doit avoir sa carte T. 2, elle doit avoir sa responsabilité civile professionnelle en France. Et ensuite, elle doit répondre aux exigences de l'AMF. Hier, il y a une personne de l'AMF qui est passée pour justement voir ce que nous faisions. Donc on respectait les critères, c'est-à-dire sur notre plaquette, vous verrez que nous parlons des facteurs de risque liés à l'investissement immobilier aux États-Unis, que sur nos fiches, on respecte les critères, c'est-à-dire qu'on doit avoir un numéro de mandat sur la fiche proposée. On ne doit pas parler de rendement net, mais de rendement net estimé. Et on doit mettre une parité euro-dollar au jour de création de la fiche, avec la source, en général, c'est Banque de France. Donc il faut vraiment respecter toutes ces conditions. Et juste pour finir, avec Jean Malbevacker, on a créé les 12 commandements, mais on n'avait pas attendu ces petits escrocs ou ces affaires pour créer les 12 commandements. On avait créé déjà les 12 commandements pour l'investissement réussi aux États-Unis et donc en particulier à Détroit. Acheter des immeubles qui existent réellement, c'est un des écueils sur lesquels sont tombés des investisseurs il y a quelques années qui signaient pour des produits qui n'existaient pas. Exactement, donc c'est dans notre charte, c'est-à-dire qu'en France, on passe son acte par l'intermédiaire d'un notaire. Aux États-Unis, il faut passer par une title company. Ce sont des avocats qui ont la carte de notaire. Donc si vous passez pas par une title company, c'est comme si vous vendez des parts de SCI sans passer par un notaire, vous allez vous faire dessaisir de votre bien. Et donc aux États-Unis, c'est pareil, il faut passer par une title company qui soit connue et reconnue. Et comme ça, vous serez dans un cadre légal parfait. Ils font comme les notaires en France, ils vont chercher l'historique de bien, ils vont voir s'il y a des créances liées au bien avant l'acquisition de ce dernier.
Donc il faut se border, mais il faut travailler avec des gens qui sont en conformité avec la réglementation et lire cette charte. Bon, merci pour ces conseils pratiques utiles. Parlez-nous un peu de votre plateforme. Donc, elle s'adresse aux investisseurs, aux gestionnaires de patrimoine. Alors exactement, donc nous notre particularité, depuis 2 ans, puisque mon partenaire présent sur le salon m'a fait l'honneur de m'associer il y a 2 ans à ces activités. Et de ce fait, on remplit les 5 critères essentiels pour réussir un investissement aux États-Unis. Le premier, c'est l'acquisition des biens. C'est nous qui achetons les biens. Le deuxième, la rénovation. C'est nous qui rénovons les biens. Le troisième, la gestion. Et sur ce point, je fais une parenthèse. Pour les personnes qui s'égarent trop aux États-Unis, il n'est pas possible de gérer concomitamment 10 villes aux États-Unis. Donc nous, on a fait 4 ans la Floride, 4 ans Miami, pardon, 4 ans le nord de Miami, Fort Lauderdale, et depuis 5 ans, nous sommes sur Détroit, avec plus de 200 maisons en gestion. Donc quand on a 200 maisons en gestion, on a une équipe de gestion viable. Donc c'est bien pour le gérer. 4e point, la maintenance. C'est-à-dire que quand on est dans une ville du Nord et qu'il fait froid, s'il y a un problème de chaudière, il faut le réparer dans la journée. Donc ce sont nos équipes de rénovation qui quittent le chantier pour aller réparer la chaudière. C'est très vite fait. Et au moins, on ne laisse pas nos locataires dans le froid parce qu'on tient à garder nos locataires qui nous payent régulièrement. Et 5, la revente des biens. Et sur ce point-là, vu l'emballement du marché de l'immobilier à Détroit, on a diversifié notre business. C'est-à-dire que jusque-là, on vendait essentiellement des biens d'investissement. Et maintenant, on vend aux Américains des biens que nous avons achetés, rénovés et au titre de la résidence principale. Donc vous, Français, vous achetez des biens, vous les rénovez et vous les louez à des Américains. On les vend. Vous les vendez, vous les revendez voilà. à la sortie. Depuis 10 ans, notre business consistait à les louer à des Américains. Et depuis 2 ans, vu qu'il a bien fallu pallier la perte de chiffre d'affaires liée à la pandémie, par un autre développement. Ce développement, ça a été l'achat de biens, la rénovation et la vente à des Américains. Autant pour moi. Je vous en prie, Charles. Combien ça coûte? C'est quoi le budget moyen d'un investisseur qui vient chez vous? Le budget moyen, c'est l'acquisition. On commence toujours par une maison. Une maison, aujourd'hui, se vend en dessous de 100 000 $, c'est-à-dire à peu près dans les 80 000 €. C'est le budget de base pour une maison qui fait plus de 100 mètres carrés, dans un bon quartier, parce qu'on peut trouver des maisons moins chères, mais ce n'est pas notre société de gestion qui ira chercher les loyers. C'est comme les gens qui veulent investir à Saint-Denis ou à Aubervilliers ou dans les quartiers nord de Marseille. Donc nous, on n'ira pas, on n'ira que dans des bons quartiers, avec un gros potentiel, puisque on a aujourd'hui énormément de multinationales américaines qui s'implantent de plus en plus sur Détroit. Donc je viens sur votre site, j'achète une maison à 80 000 $, vous la mettez en location, qu'est-ce que ça me rapporte comme loyer? Sur quoi il faut escompter en rentabilité estimée, si je vous ai bien écouté? Vous avez super bien écouté et intégré, je vous remercie. Donc je vais vous donner le montant du loyer, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'aux États-Unis, c'est le propriétaire qui est maître du jeu. C'est-à-dire que il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé à Détroit, le niveau des loyers était de 600-650 $. 4-5 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui à un loyer moyen de 900 $. Donc on n'est pas indexé sur l'inflation, on n'est pas indexé sur la moyenne du prix des matières premières, on est indexé sur l'offre et la demande. C'est-à-dire que comme on a énormément de demandes de toutes ces personnes qui viennent travailler à Détroit et qu'on a une offre limitée, eh bien ça fait augmenter les prix des loyers de manière hallucinante pour des Français. Et on vient même de louer quelques maisons, on vient de dépasser la barre des 1 000 $ pour quelques maisons, ce qui nous ravit nos investisseurs. Alors, si je reviens à mon rendement locatif estimé. Alors le rendement locatif estimé, excusez-moi, vous faites bien. Le rendement locatif estimé, j'y arrive. En fait, il faut déduire toutes les charges. Donc il faut déduire les frais de gestion locatifs, toutes les charges. Et nous on déduit une charge supplémentaire. Vous voyez, on est un petit peu maso, mais on aime bien que nos investisseurs touchent le rendement réel qu'on va annoncer. On déduit 1 mois de loyer du rendement estimé pour l'entretien de la maison. Je vois très rarement les provisions pour entretien sur les maisons ou sur les appartements. Ça me choque parce que tout un chacun sait très bien qu'il faut dépenser quelques sommes d'argent pour maintenir
l'état de son patrimoine à niveau. Et donc, pour nous, c'est une obligation par honnêteté, on est beaucoup plus à l'aise comme ça que de prévoir ce mois-là. Donc je réponds enfin, chère Ariane. On a enlevé tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des rendements nets estimés supérieurs à 7%, avec une fiscalité très allégée aux États-Unis, puisqu'on peut amortir le bien. Donc on déduit de l'excédent foncier le montant de l'amortissement. Ce qui fait qu'aux États-Unis, sur une maison par exemple, vous ne paierez pas d'impôt, ou quasiment pas. À partir de 3-4 maisons, vous commencerez à avoir de l'impôt acquitté aux États-Unis. Et autre point aussi, c'est que quand on parle du rendement estimé, on est toujours un peu maso, on prend les frais de notaire. Oui, parce que les frais de notaire, c'est un poste important quand on achète. Sauf, aux États-Unis, c'est que 2-3%, mais on prend l'achat du bien, plus les frais de notaire et les frais d'acquisition, et on le divise par le loyer sur lequel on a enlevé toutes les charges. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à plus de 7% net. Merci beaucoup Franck Nogues. Si on veut en savoir plus, on va sur votre plateforme l'immobilieraméricain.com. Exactement, Ariane. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct du Salon de l'immobilier et de l'investissement. Merci. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à télécharger sur toutes les plateformes et à retrouver sur mysuiteimo.com.